Manon regarde les flots bleus. Son regard s'est figé sur cette masse liquide et écumante. L'immensité de cette mer, d'où jaillissent par endroits quelques îlots arides, se reflète dans les yeux de la petite fille. Elle vient tout juste d'avoir 10 ans et ses longs cheveux frisés cachent 2 épaules frêles, surmontant un petit corps anguleux qui refuse de se nourrir depuis quelques mois. Manon a toujours les yeux rivés sur le large. Elle ressemble à une sirène immobile sortie de l'eau qu'un Geppetto aurait sculptée dans le granit. Son regard est vide, obscur, et le monde semble s'être arrêté pour elle. Pourtant, il y a quelques mois, Manon chantait et dansait. Son arrivée à Navisos l'avait attristée au début, et sa maman avait dû faire beaucoup d'efforts pour lui redonner le sourire. Les gens d'ici ne parlaient pas comme elle, mais leur quiétude et leur attention avaient redonné confiance à l'enfant. Tout était calme dans ce village de pêcheurs, à 1 heure de bus d'Athènes. Le soleil brillait toute une partie de l'année et la plage cachait un trésor de galets, tous plus beaux les uns que les autres. On pouvait se baigner d'avril à octobre dans une eau transparente. Manon pensait souvent à son papa qui était resté loin, là-bas, en France. Sa mère avait promis de lui permettre de le rejoindre durant les grandes vacances, l'année prochaine. Le temps s'écoulait donc lentement entre la plage, la maison de Jorkos, l'ami de sa maman, et le vieux Andrea Stopoulos, surnommé Andrea par tout le village. Cet homme était l'ami de tous et portait bien ses 75 ans avec sa longue moustache et un vieux Panama. Il avait, disait-il, troqué ce chapeau au Venezuela contre une caisse de Metaxa à l'occasion d'une de ses nombreuses traversées d'Atlantique. Il tenait plus que tout à ce couvre-chef qui lui avait toujours porté chance et que les mains habiles d'une jeune vénézuélienne avaient fait naître. Il serait même, dit-on, tombé très amoureux de cette très belle adolescente. Andrea était marin et parlait un français presque correct, car il avait longtemps travaillé dans sa jeunesse pour une compagnie maritime canadienne. Manon allait souvent le voir dans sa maison au bout du village, et sa mère était tout à fait rassurée de la savoir chez ce brave marin que tout le monde donnait en exemple. Il n'y avait pas une conversation sur la place du village sans qu'Andrea ne soit cité. En écouter certains, il avait fait 1000 fois le tour du monde. Seul Jorkos semblait désintéressé quand on parlait de cet homme, et la mère de la fillette crut comprendre qu'il y avait eu entre eux un démêlé par le passé. Manon restait des journées entières assise à côté d'Andrea, à écouter ses histoires et à regarder la mer avec émerveillement. À la rentrée, c'est promis, sa mère l'enverrait avec les petits Grecs dans la seule école du village, dans une vieille classe comme elle n'en avait encore jamais vue. Madame Dimitrios, l'institutrice, avait juré qu'à la fin de l'année, cette petite Française parlerait couramment le grec. Manon était ravie à l'idée de se faire de nouveaux amis et se surpassait pour apprendre cette langue étonnante. Andrea lui était d'une grande aide et malgré son âge, elle le prenait un peu pour son second papa. Car Jorkos n'avait pas le temps, il allait travailler au port du Pirée et rentrait tard le soir. Sa maman préparait toujours la salade avec la feta et avait même
appris à cuire le pain. En plus, Jorkos voulait donner beaucoup d'amour à sa mère et ne pouvait pas tout faire. Celle-ci l'avait rencontré lors d'un voyage organisé avec le père de Manon dans le Péloponnèse. Ils dansaient le sirtaki avec un groupe d'hommes et leurs regards ne s'étaient plus quittés. En rentrant en France, où la fillette était restée chez ses grands-parents, les choses ont vite changé. Jusqu'au jour où la décision a été prise d'aller s'installer chez cet homme. Manon voit enfin ce qu'elle attendait sur la mer. C'est apparu comme ça, sans prévenir. C'est sûr, c'est ça. Et la petite sent monter en elle des sanglots qu'elle ne peut contenir. Un jour, il y a 3 mois environ, l'enfant n'est plus allé chez Andrea. À la place, elle passait de longues heures dans la mer. Elle s'asseyait les fesses dans l'eau sur les galets et attendait là, en comptant les vaguelettes. Certains disaient qu'elle se prenait pour une sirène, surtout quand ils la voyaient rentrer, sortir de l'eau, s'asperger, plonger et réapparaître. Au début, la mère trouva normale l'attitude de sa fille. Manon grandissait et la compagnie d'un grand-père devait commencer à l'ennuyer. À force d'être dans l'eau, elle perd l'appétit, songeait-elle. Et rien ne laissait entrevoir une quelconque maladie. Avec le temps, Manon a de moins en moins mangé et ce petit corps, pas bien épais, est vite devenu maigre. Elle ne souriait presque plus et ne parlait pas beaucoup. Jorkos disait que c'était normal parce que son papa était loin et il lui manquait forcément. En revenant de la mer, la petite fille restait longtemps sous la douche. Et souvent, sa mère se fâchait. « Tu exagères, car ici, l'eau est rare et chère. » Une nuit de pleine lune, alors que Jorkos s'était éveillé, il s'aperçut que l'enfant n'était plus dans son lit. Affolé, il partit discrètement à sa recherche. Il la retrouva assise dans l'eau, occupée à se frotter le corps avec des algues. Sans oser la brusquer, il la ramena à la maison et ne dormit que d'un œil. C'était décidé. Il achèterait avec ses quelques économies un billet d'avion à Manon pour Noël. Elle pourrait ainsi revoir son père et passer 2 semaines avec lui. Mais Noël était loin et la rentrée seulement dans 1 mois. La fillette allait se faire des amis de son âge et sûrement tout allait rentrer dans l'ordre. Le temps passa et Manon ne changea nullement de comportement. Au contraire, elle semblait de plus en plus se refermer. Aux questions que sa mère posait, la réponse était toujours la même. « Ça va, maman ?» Avec la rentrée scolaire, on eut l'impression que les problèmes disparaissaient. Mais il n'en fut rien. Dès la sortie de l'école, Manon allait sur la plage, se déshabillait et rentrait dans l'eau. Elle y restait
1 heure ou plus, seule. Dans le village, les autres enfants l'avaient surnommée la sirène sauvage. Elle rentrait vers 18 heures avant que la nuit ne tombe et se précipitait sous la douche. Jurkos ne s'était jamais fâché, il attendait seulement Noël. Madame Dimitrios essayait de comprendre la fillette, mais son français était trop mauvais et ne savait comment faire pour communiquer avec elle et l'aider. Manon voit maintenant nettement une forme qui se débat à plusieurs centaines de mètres d'elle, et ses sanglots sont encore plus forts. Personne ne la voit, car le rivage est désert. Les jeunes d'ici ont la plage en cadeau tous les jours, mais ils préfèrent aller courir entre les oliviers, sur le chemin escarpé qui rejoint le promontoire. Au-delà, la vue est imprenable, mais le jeu favori est la glissade dans les cailloux, assis dans de petites cagettes à poissons récupérées sur le port. Madame Dimitrios avait demandé à Jurkos si sa compagne voulait bien venir avec lui un dimanche matin pour parler de la fillette. C'était le seul jour de repos pour cet homme buriné par le soleil, aux traits marqués par des heures passées accrochées au flanc des gros cargos en cale sèche à passer des couches de peinture nauséabondes. Celui-ci, sans trop comprendre, avait accepté de servir d'interprète en accompagnant la maman de Manon chez l'institutrice. Elle les avait accueillis sous une tonnelle de bougainvilliers où pendaient des dizaines de poteries multicolores. Madame Dimitrios était grave. Son inquiétude pour la petite fille était visible. Elle conseilla de l'emmener chez un docteur en psychologie, car seul cet homme aurait peut-être la chance de sortir l'enfant de son mutisme. Pour Jurkos, la solution était simple. Manon devait rentrer en France à l'occasion des vacances de Noël. Et tout le monde s'accorda sur cette idée. 2 jours plus tard, la pluie n'étant pas encore tombée, la réserve d'eau au plus bas, Manon dut se limiter à seulement quelques petites minutes sous la douche du vieux cabinet de toilette attenant à la maison de Jurkos. Elle eut alors l'idée, en sortant de l'école, d'aller à plus de 2 kilomètres sur la plage du Sun Beach Hotel. Là, elle avait repéré une colonne d'eau un jour qu'elle se promenait à la recherche de gros galets blancs bien polis. À cette époque de l'année, les clients étaient rares et l'endroit désert à cette heure avancée de l'après-midi. Elle quitta ses vêtements et s'enfonça dans l'eau jusqu'au ventre. On voyait parfaitement le fond et des poissons éclaireurs s'aventuraient entre ses jambes. En s'avançant encore, elle découvrit un rocher rempli d'oursins, tout petits et tout noirs. Leur piquant paraissait tellement doux qu'elle eut envie de les caresser. Mais Jurkos lui avait dit d'être prudente, car plus d'un touriste avait eu un gros mal blanc à cause d'une piqûre mal soignée. Elle fut interrompue dans son geste par le bruit d'un canot à moteur. Elle reconnut immédiatement l'embarcation d'Andrea qui longeait la côte et qui revenait sûrement de chercher son tabac chez le doyen du village, Philéas. En effet, c'était une tradition pour ce vieillard de presque 95 ans de cultiver un peu de tabac et de le vendre directement aux pêcheurs après l'avoir séché. Officiellement, il était en invalidité et touchait une pension, mais grâce à cette activité, il triplait ses maigres revenus. C'est Andrea qui l'avait un jour raconté à Manon en l'emmenant avec lui sur son bateau. La fillette s'allongea sur la mer et se fit la plus discrète possible.
Heureusement, le canot continua son chemin. Quand il fut assez loin, l'enfant sortit de l'eau aussi vite qu'elle put. Avec le temps, elle s'était habituée à marcher sur le fond escarpé, et ses petits pieds, protégés par une couche de cornes, semblaient flotter sur l'onde. Arrivée à la douche, elle appuya sur le bouton qui, il y a 10 ans, devait être brillant, et maintenant crissait un peu avec la rouille. Le jet s'écoula sans pression. C'était un peu plus qu'un filet d'eau. Et Manon resta dessous jusqu'à la nuit. La côte était illuminée et la plage était faiblement éclairée par un vieux lampadaire branlant. Elle ramassa ses affaires et courut pour entrer à la maison. En chemin, elle aperçut une lampe à huile qu'on agitait et entendit une voix qui l'appelait. C'était sa mère, morte de peur, qui était à sa recherche. À partir de ce jour, elle n'eut plus le droit d'aller sur cette plage. La forme ne se débat plus et disparaît sous l'eau. Alors, Manon sèche ses larmes et un énorme fou rire la prend. Elle entonne même une chanson grecque que Jorkos lui a appris. Elle se retourne et regarde le port qui se détache au loin. Plus jamais Andrea n'y débarquera. Plus jamais il ne l'enfermera dans le cagibi et lui demandera de se dévêtir. Elle ne sentira plus ses grosses mains cailleuses sur sa peau de petite fille. Il ne lui bâillonnera plus la bouche en la menaçant de mort si elle parle. Le corps d'Andrea est maintenant au fond de la mer. Son Panama alertera les pêcheurs et son corps réapparaîtra sûrement un jour. Mais personne ne retrouvera le canot immergé par plus de 10 mètres de fond, pas plus que le bouchon d'écopage, dévissé par une petite main innocente qui flottera à jamais sur les flots bleus.